Et dans cet anime, il y a 2000 ans, un dragon qui ne se transforme pas en fille d'anime et qui est très triste, a attaqué le monde entier, mettant tout au bord de l'effondrement. Face à un ennemi que ni les dieux ni les démons ne pouvaient vaincre, les deux forces, démoniaques et divines, qui se sont toujours opposées, s'unirent. Ils ont tous entouré le grand dragon, appelé Bahamut, et ont utilisé leur meilleur pouvoir pour le lier avec des chaînes, ce qui viole totalement la règle X1. Mais c'était nécessaire pour empêcher l'effondrement du monde. Après l'avoir complètement ligoté, le chef des dieux et le chef des démons arrivèrent sur le champ de bataille. Ils attaquèrent le dragon maléfique de part et d'autre, tandis que les humains qui ne faisaient que les soutenir regardaient toute la bataille. La seule raison pour laquelle ils n'ont pas mangé de pop-corn, c'est qu'il n'en existe pas dans ce monde. Le dragon résiste, bloquant les attaques de ses puissants ennemis avec ses ailes. Finalement, Zeus, le roi des dieux, et Satan, le roi des démons, qui est mon père, ont réussi à enfermer Bahamut. Ensuite, ils ont divisé la clé qui pouvait libérer cette créature en deux parties, l'une avec les dieux et l'autre avec les démons. C'est en gros l'histoire de l'anime. De nos jours, l'histoire tourne autour de deux chasseurs de primes qui ont eu une histoire longue et compliquée. L'homme tout droit sorti d'un manga Jojo s'appelle Kaiser et il poursuit son ennemi attardé appelé Favaro qui se trouve au sommet du mur de la ville. Favaro saute du mur pour échapper à la capture, mais le Kaiser continue à le suivre. Tous deux forcent leurs chevaux à parcourir la ville, puis ils s'affrontent à l'épée dans les airs. Ils se retrouvent dans la rue et Favaro lance des bombes fumigènes pour distraire le Kaiser. Tout cela pour abandonner son cheval et monter sur une grande roue. Le Kaiser le retrouve et brise immédiatement les chaînes qui retiennent la roue. La roue se met à rouler et les deux chasseurs de primes se livrent à un combat à l'épée au sommet de la roue. Au milieu du combat, Favaro parvient à distraire Kaiser avec quelques plaisanteries, ce qui l'amène à se cogner la tête sur un pont. Favaro est alors libre d'aller où bon lui semble. Cependant, en chemin, il rencontre des bandits qui volent des femmes. Pendant ce temps, il s'écrase contre un mur. Il s'en sort tant bien que mal et aperçoit bientôt les bandits qui l'ont reconnu comme chasseur de primes. Tout cela grâce au bracelet magique qu'il porte. Soudain, le Kaiser apparaît à son tour et il ignore complètement les voyous parce qu'il est trop concentré sur l'idiot Favaro. Favaro entre dans un bar et le Kaiser le suit, jurant et maudissant Favaro, et disant que c'est à cause de lui qu'il a tout perdu dans sa vie. Favaro n'a pas de temps à perdre avec ses bavardages et tire une flèche sur Kaiser. L'homme esquive, mais la flèche finit par toucher son cheval, qui part en vrille et défonce la porte du pub avant de repartir en courant. Kaiser n'a pas d'autre choix que de poursuivre son cheval, tandis que Favaro se consacre à boire de l'alcool et à se moquer du visage de Kaiser. Tout en buvant, il dit au propriétaire du magasin de ne pas s'inquiéter des dégâts, car il paiera tout une fois qu'il aura reçu une certaine récompense. De l'autre côté de l'écran, on voit 3 kidnappeurs rentrer chez eux bredouille, quand soudain, un éclair s'abat sur leur attelage, et de cet éclair surgit une jeune fille, entièrement nue. De quoi faire chuter la monétisation de ma chaîne. Les bandits sont surpris de la voir et demandent qui est cette charmante fille. Mais la jeune fille n'a Dieu que pour la boussole magique cassée qu'elle tient dans sa main. Tout cela parce qu'elle veut savoir à quelle distance elle se trouve de sa destination. Les bandits se préparent évidemment à exercer leur corps avec la jeune fille, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'elle est très puissante et qu'elle les anéantit rapidement. Ensuite, pendant la nuit, on voit Favaro aller chercher la prime auprès d'un bandit ressemblant à un gorille. Il élimine facilement 2 de ses sous-fifres avant de tomber sur le chef qui invoque des démons pour combattre Favaro. Favaro s'enfuit rapidement et Gorilla le poursuit avec les autres démons. Sans hésiter, le gorille ordonne à ses démons d'attaquer et ceux-ci se mettent à cracher du feu. Mais c'est la flaque d'eau à leurs pieds qui s'enflamme la première et ils sont carbonisés. Le gorille est confus jusqu'à ce que Favaro lui montre qu'il a versé un vin de grande qualité sur la route, car il savait déjà que son ennemi invoque des démons qui attaquent par le feu. Le gorille devient alors furieux et l'attaque, mais il est très faible comparé à Favaro, qui le vainc simplement et le transforme en carte Pokémon à collectionner. Ensuite, Favaro se rend dans une voiture de luxe, où il rencontre un dieu biblique appelé Bacchus, et son canard parlant, Bacchus, je ne sais pas comment vous lisez ce nom, est l'employeur de Favaro, et en échange de la carte à collectionner Gorilla, il donne à Favaro une récompense en retour. Après avoir pris l'argent, Favaro va organiser une fête dans le pub, faisant ce que tout homme bien fait quand il a de l'argent, le dépensant pour des femmes laides, et exagérant quand il raconte ses aventures aux gens. Il ment devant tout le monde en disant qu'il se rend dans la dangereuse ville de Helheim et la mystérieuse fille tombée du ciel l'entend en passant. Elle reprend espoir car elle veut aussi aller à Helheim et Favaro se vante de connaître un raccourci très rapide pour se rendre à Helheim. Elle croise le Kaiser alors qu'elle fait demi-tour mais ne lui prête pas attention et continue son chemin. Le Kaiser entend alors la voix de Favaro à l'intérieur du pub et finit par sortir en furie parce qu'il a perdu son beau cheval à cause de Favaro. Le Kaiser tente rapidement de dégainer son épée mais Favaro l'en empêche
l'empêche en lui disant qu'il faut profiter de la vie pendant qu'on est jeune. Il dit ensuite aux laides filles que le Kaiser est encore plus riche et plus courageux que lui, et elles s'attachent immédiatement à lui comme des aimants. Le Kaiser, en bon chevalier, ne peut pas les refuser si facilement, et Favaro utilise les filles laides comme une chance de s'éloigner de ce type une fois de plus. Ensuite, alors que Favaro arrose des plantes à l'extérieur, la mystérieuse fille de tout à l'heure, Amira, s'approche de lui. Elle lui demande s'il est vrai qu'il connaît un chemin facile pour se rendre à Helheim, disant qu'il doit s'y rendre de toute urgence. Favaro, en bon père de famille, répond qu'il connaît tous les chemins pour se rendre n'importe où dans le monde. Cependant, pour obtenir des informations de lui, elle doit l'embrasser. Elle reste immobile pendant qu'il essaie de l'embrasser, mais quelqu'un les interrompt soudain. Favaro regarde devant lui avec colère et découvre un homme aux bras crochus qui se présente comme le grand frère du gorille. Il dit qu'il est ici pour se venger et invoque un démon taureau géant. Le démon taureau attaque Favaro, causant de grandes destructions à chaque coup de son bras. Favaro, en homme bon, prend soin d'Amira et la met à l'abri. Il rengaine alors son épée et attaque le démon. Le démon tente de le frapper à plusieurs reprises, mais Favaro est trop agile pour lui. Il esquive facilement toutes les attaques et grimpe sur la tête du démon pour essayer de le poignarder. Mais le démon le jette au loin, faisant perdre à Favaro son épée. C'est alors qu'Amira s'interpose entre lui et le démon. Favaro dit à Amira de fuir, mais elle lui dit qu'il est son guide et qu'à partir de maintenant, elle le protégera. Elle court alors vers le démon et lui donne un coup de poing au visage. À ce moment-là, le bracelet de Favaro se met à briller en rouge, indiquant la présence d'un démon très puissant à proximité. À ce moment-là, nous voyons Amira se transformer en un démon très puissant. Elle assène alors quelques coups puissants au démon, qui est vaincu en quelques secondes. Pendant ce temps, Favaro réussit à récupérer son épée pour frapper l'invocateur de cette chose par derrière, transformant ainsi cet ennemi en carte à collectionner. Favaro réussit à esquiver le démon, mais il finit par être frappé par un meuble. Peu après, Amira s'approche de lui et se transforme en personne normale. Lorsque Favaro voit cela, il commence à se rendre compte qu'il a trop bu. Amira s'approche de lui et l'embrasse, après quoi il perd tout simplement connaissance. Dans son rêve, Favaro se retrouve noyé dans une mer d'une noirceur infinie, et soudain l'espace sous lui s'ouvre, révélant les restes calcinés d'une ville en contrebas. Puis, sorti de nulle part, un dragon tente de le dévorer tout entier, ce qui met fin au rêve de Favaro, qui se réveille avec des sueurs froides. L'une des femmes laides de la veille vient le réveiller et lui révèle qu'il s'est évanoui devant le pub et qu'elle l'a donc amené ici. Favaro commence alors à rire de tout ce qui s'est passé la nuit dernière, disant que c'était probablement un rêve, et la femme lui dit alors de prendre une douche parce qu'il pue. Il décide de se déshabiller devant la femme, mais l'excitation de celle-ci, à la vue de son petit corps et de sa petite bite, se transforme rapidement en horreur lorsque Favaro enlève son pantalon et qu'elle se rend compte qu'il a une queue de démon. En voyant cela, elle s'enfuit en criant que c'est un démon. Favaro n'a aucune idée de ce dont parle cet idiot, mais lorsqu'il regarde son corps nu dans le miroir, il découvre qu'il a une queue semblable à celle d'un démon. En voyant sa queue, Favaro est effrayé. Il ne peut pas croire que c'est vrai et essaie de la couper. Mais cela s'avère impossible. Après avoir échoué, il tombe sur le sol avec la chose en bas. C'est alors qu'il voit Mir entrer dans sa chambre. Elle lui demande de lui indiquer le chemin de Helheim, car elle l'a embrassé comme il le demandait. La jeune fille lui explique qu'en l'embrassant, elle lui a jeté un sort, faisant pousser une queue sur son corps. La jeune fille dit qu'elle peut annuler le sort, mais qu'elle ne le fera pas tant qu'il ne lui aura pas montré un raccourci vers Helheim. Favaro invente une excuse pour prendre l'air et sort de la pièce en courant. C'est alors qu'il aperçoit une certaine dame qui a fait venir le Kaiser pour le traquer, ce qui fait paniquer Favaro. Il saute par la fenêtre pour s'échapper, mais il finit par se mettre en travers du chemin et tombe, et alors qu'il est au sol en train de gémir de douleur, Mira lui saute dessus et lui demande de lui indiquer rapidement le chemin vers Helheim. Il lui répond qu'il n'en sait rien, et elle le gifle en lui demandant s'il est un menteur. C'est alors que le Kaiser apparaît avec les femmes laides, et Favaro est à nouveau terrifié à sa vue. Il quitte donc l'endroit avec la jeune fille et s'en va sur son cheval, et dans sa fuite, Kaiser réussit à voir un bout de sa queue. Il est choqué de découvrir cela et commence à croire que Favaro a toujours été un démon qui l'a trompé pendant tout ce temps. Un peu plus tard, nous voyons les chevaliers royaux arriver dans cette ville et le capitaine des chevaliers déclare qu'ils sont ici sur les ordres de Sainte Jeanne dans le but de capturer un démon sous forme humaine. Il demande au Kaiser s'il sait quelque chose et le Kaiser répond que oui, mais qu'il ne peut pas le lui dire parce que la mission de sa vie est de capturer ce démon et de le traduire en justice. Le Kaiser jure sur son honneur de chevalier qu'il capturera lui-même ce démon. Cependant, après avoir dit cela, l'un des chevaliers le frappe, lui disant d'arrêter de se comporter comme un chevalier, car il n'est qu'un humble chasseur de primes. Ces paroles rappellent au Kaiser un terrible souvenir de son passé, lorsque son père a été exécuté il y a longtemps, et il pense que Favaro en est responsable. À ce stade, malgré l'impolitesse de ses subordonnés, le capitaine des chevaliers pense que la détermination du Kaiser à capturer son ennemi le rendra plus fort. Et il s'en va en souhaitant bonne chance au Kaiser. De l'autre côté de l'écran, Favaro et Mira ont déjà quitté la ville.
Et en chemin, Favaro explique que le voyage vers Helheim sera long et coûteux, et qu'il doit d'abord rendre quelques services. Cette fois, sa cible est un démon ressemblant à une chèvre, et Favaro entre dans sa maison et le trouve. Le démon chèvre tente de la prendre par surprise, en traversant le mur et en lançant son épée sur elle, mais Favaro échappe à l'attaque et se prépare à se battre. Bien que l'ennemi soit beaucoup plus fort que lui, il demande à Mira de reculer, disant que les femmes ne sont bonnes qu'à se mettre à quatre pattes, macho Favaro. Cependant, elle saute simplement vers le démon chèvre, se transformant en forme démoniaque pour l'achever rapidement. Le démon se divise en deux, et Favaro est entièrement recouvert de sa substance. C'est alors qu'il comprend que la vision de la nuit dernière n'était pas un rêve, que Mira est vraiment un démon puissant, et qu'il doit désormais se méfier d'elle. Il retourne ensuite au bateau pour récupérer sa récompense, et pendant ce temps, Mira regarde le canard qui parle, et dit qu'il a l'air délicieux. Après avoir reçu la récompense, ils descendent de la calèche, et Favaro achète de nouveaux vêtements à Mira. Ils vont ensuite dîner, et Mira se lèche les doigts parce qu'elle n'a jamais mangé des choses aussi délicieuses. Elle est également curieuse de connaître l'effet d'une boisson, et s'enivre d'une seule gorgée. Ils dansent ensuite, et Mira s'amuse beaucoup, bougeant son corps au rythme de la musique. En regardant les étoiles dans le ciel, Favaro commence à penser que ce serait l'occasion parfaite pour lui de la tuer et de briser la malédiction qu'elle lui a jetée. Mais il ne peut pas l'attaquer, parce que son bracelet ne brille pas pour indiquer un quelconque danger. Il déguise donc son attaque en disant qu'il devrait se présenter. Il se présente d'abord, puis Mira lui dit son nom et lui révèle qu'elle doit se rendre à Helheim pour retrouver sa mère. Elle est triste de se souvenir de sa mère, qui n'est plus qu'un visage flou dans ses souvenirs. Mira n'a plus que le pendentif, qui lui sert de lien avec sa mère, et elle veut aller à Helheim pour la retrouver. Favaro réfléchissait à cette histoire confuse quand soudain l'empereur s'approcha de lui par derrière. Favaro est surpris et lâche son épée. Le Kaiser l'accuse d'être un démon et jure de le tuer. Alors qu'il s'apprête à l'attaquer, Mira s'interpose devant le cou pour l'en empêcher. Kaiser est enchanté par sa beauté, ce qui donne à Favaro l'occasion de lui asséner un puissant coup de pied au visage qui le met à terre. Favaro s'enfuit ensuite avec Mira, et Kaiser s'émerveille de sa beauté. Le lendemain, alors que Favaro regarde les fruits au marché, plusieurs chevaliers royaux passent devant lui. Leur capitaine demande si quelqu'un a vu un démon avec une aile déguisée en femme humaine qui a volé la clé divine, et Favaro saisit l'occasion et dénonce Mira en échange d'argent. Pendant ce temps, Mira l'attend seule, triste en pensant à sa mère. Les chevaliers la retrouvent et la suivent, puis elle prend sa forme démoniaque. Les chevaliers l'encerclent et la ligotent à l'aide d'une formation spéciale, ce qui permet au vice-capitaine de s'approcher pour porter le coup de grâce. Favaro observe tout cela de loin et pense qu'une fois que les chevaliers auront tué la fille démoniaque, il sera libéré de cette queue démoniaque. Favaro ne se soucie pas de savoir si la fille lui fait confiance ou si elle veut rencontrer sa mère. Il a toujours travaillé seul et entend bien le rester. Puis, lorsqu'il descend de son cheval pour aller de l'avant, il est malheureusement forcé de se diriger vers Mira, car le cheval était en quelque sorte lié à elle. Jusqu'à ce moment de la bataille, les chevaliers ont fait pression sur Mira en utilisant leur magie sacrée, mais cette magie ne l'affecte pas autant qu'elle le devrait. C'est alors que surgit Favaro, conduit par son cheval, qui repousse les chevaliers et renverse Favaro au sol. Ses bombes fumigènes tombent de sa poche et leur servent de couverture, et il retrouve Mira devant lui. Favaro n'a plus d'autre choix que de fuir avec elle. Mais alors qu'il tente de traverser le pont, il découvre que les chevaliers les ont déjà encerclés de part et d'autre. Le vice-capitaine dit à Favaro qu'il sera sévèrement puni pour les avoir trahis. Mais Favaro n'en a cure. Il sort son arme et prend Mira en otage. Il dit alors à la jeune fille qu'ils s'échapperont tous les deux en tombant dans la rivière en contrebas, ce qu'elle accepte. À ce moment-là, le capitaine des chevaliers remarque le pendentif de Mira et demande à ses hommes de ne pas la battre, car ils ont besoin d'elle vivante. Favaro tire sur les cordes du pont l'une après l'autre, puis Mira marche sur le pont branlant et il tombe directement dans la rivière. Le capitaine les regarde tomber, puis sort de son armure un pendentif semblable à celui de Mira. À la suite de cette évasion, la tête de Mira et celle de Favaro sont mises à prix. Kaiser le découvre et se promet d'arrêter Favaro et de sauver la pauvre Mira. Pendant ce temps, Favaro et Mira atteignent enfin un endroit où ils peuvent voir leur prochaine étape. Mira veut se dépêcher d'aller à Helheim, mais Favaro veut faire une pause, disant qu'il a besoin de chasser une prime pour se réapprovisionner. Mais la jeune fille ne lui laisse pas beaucoup de temps pour se reposer et continue à le tirer. Un peu plus tard, nous voyons Favaro escalader une falaise abrupte pour ramasser des herbes précieuses, quand soudain, un monstre serpentaire géant l'attaque. Il contourne la falaise et tire sur le serpent avec son arbalète, le touchant et le faisant tomber au sol. Après cela, Favaro atteint le sol en toute sécurité et commence à donner des coups de pied au monstre vaincu, tandis que Mira lui demande si l'herbe qu'il vient de ramasser est savoureuse. Il lui répond qu'il s'agit d'une herbe médicinale, nécessaire à l'accomplissement de sa prochaine mission. Ensuite, pendant la nuit, il essaie de préparer un médicament avec l'herbe, et à ce moment précis, il se rend compte que Mira a des ailes,
Alors il lui dit qu'elle aurait dû voler pour aller chercher l'herbe médicinale, mais elle lui répond que ce n'est pas possible. Elle ouvre son unique aile et dit qu'elle a perdu l'autre dans un incident. Favaro veut en savoir plus et Mira lui raconte qu'il y a quelque temps, elle s'est infiltrée dans le palais des anges pour y trouver une clé d'or. Elle y trouva la clé et la porta sur elle. Mais cela attira l'attention des gardiens du palais qui l'encerclèrent. Ils l'attaquèrent de toutes parts et Mira reçut un coup qui l'envoya au sol. C'est alors qu'elle se heurte au plus fort guerrier des anges. Elle survit, mais perd une de ses ailes au cours de la bataille. Favaro est très intrigué par cette histoire et demande ce qu'est cette clé d'or dont parlaient les chevaliers. Favaro lui demande où se trouve cette clé et Mira lui répond qu'elle se trouve à l'intérieur de son corps. Agissant comme un vrai homme, il tente de jeter un coup d'œil à son corps, disant que c'est pour trouver la clé, mais il ne fait que se faire gifler. Et Mira lui dit alors qu'elle a absorbé l'âme de la clé d'or et qu'elle est donc elle-même la clé à présent. De l'autre côté de l'écran, Kaiser, qui suit Favaro, se retrouve dans une forêt recouverte d'un épais brouillard. C'est un endroit fou, et il était presque en train de délirer, jusqu'à ce que, sorti de nulle part, il aperçoive Favaro devant lui et se précipite pour l'attaquer. Cependant, il marche dans un endroit complètement étrange et tombe en roulant. Dans sa chute, il perd connaissance après s'être cogné la tête contre le sol. Mais heureusement, quelqu'un le trouve et le traîne jusqu'à la ville brumeuse de Neuville. Plus tard, Kaiser se réveille et confond une peluche avec Favaro. Mais la jeune fille, Rita, lui demande de se reposer car elle a le bras cassé. Ses parents arrivent alors dans la pièce et le père de Rita dit au Kaiser qu'il est le guérisseur qui a soigné sa blessure. Cela dit, ils invitent le Kaiser à dîner et lui demandent une petite faveur. Ils racontent au Kaiser que des monstres attaquent leurs champs et enlèvent les enfants du village. Tout le monde se met à pleurer, disant que Rita est le seul enfant qui reste dans le village. Le Kaiser jure alors sur son honneur de chevalier qu'il leur rendra leur aide. Mais à ce moment-là, Rita s'enfuit en disant que leur nourriture est pleine de vers. Le Kaiser la poursuit et, au cours d'une conversation, il découvre que la jeune fille n'est pas heureuse dans sa famille. Le Kaiser tente alors d'utiliser le discours du héros, en lui disant qu'il est né dans une famille de chevaliers et qu'il a dû subir un entraînement très rude. À l'époque, le Kaiser détestait son père et faisait de son mieux pour être un rebelle. Un jour, son père est chargé de garder un tribut pour le roi, mais plusieurs bandits lui tendent une embuscade et volent le tribut. À la suite de cet échec, le père du Kaiser est pendu à mort. Il a perdu sa position de noble et a été expulsé du royaume. Après cela, sa mère s'est suicidée. Et c'est après tout cela qu'il s'est rendu compte qu'il aurait dû accorder plus d'importance à sa famille. Le Kaiser demande à Rita de ne pas lui ressembler. Cependant, le discours du héros du Kaiser est très faible et Rita donne un coup de pied à son bras blessé. Elle lui dit que son histoire est très ennuyeuse et qu'elle veut être remboursée pour le temps qu'il a passé à raconter cette histoire de merde. Le lendemain matin, le Kaiser et les habitants de la ville se préparent à affronter les monstres qui les attaquent. Le monstre prononce le nom de Kaiser, ce qui le rend encore plus furieux. Il attaque le monstre, qui est très habile, et esquive toutes ses attaques, puis lui lance des bombes fumigènes. Le monstre apparaît derrière Kaiser et lui met un médicament dans la bouche, ce qui lui permet de retrouver ses esprits. Il s'avère que le monstre qu'il combattait était Favaro, et il demande au Kaiser de le remercier plus tard de l'avoir soigné avec une potion anti-illusion faite maison. Le Kaiser demande ce qui se passe et Favaro lui dit de regarder autour de lui. Le Kaiser le fait et découvre que les belles personnes de cette ville sont des cadavres, que tout le monde est pourri et plein d'asticots, et que toute la ville n'est que décombres. Il n'y a qu'une seule personne en vie dans toute cette ville, et c'est elle qui est derrière tout ça, Rita. Lorsque Kaiser comprend la vérité, il vomit la soupe au verre qu'il a mangé la veille. Favaro prend alors un avis de recherche de Rita, la célèbre nécromancienne, et déclare qu'il va s'emparer de sa récompense. Rita commence à incanter un sort pour rendre les zombies agressifs, et Favaro donne à Kaiser un mouchoir imbibé de potions anti-illusion. Amira et lui abattent les zombies un par un, tandis que Kaiser se rend compte que même son bras n'a pas été cassé. Furieux que Rita l'ait piégé, il se met à frapper les zombies avec rage. Il voit les parents zombies de Rita et tente de les attaquer à son tour, mais Rita s'approche pour l'en empêcher, car ces morts étaient autrefois ses vrais parents. Kaiser hésite, mais soudain, la mère zombie de Rita la mord, et son père s'apprête à faire de même. La jeune fille se fiche de peur, et le Kaiser s'occupe rapidement de ses parents zombies. À ce moment-là, Rita jette le livre et Favaro s'empresse de tirer dessus. Le livre brûle dans une flamme violette, prenant la forme d'un démon qui était la véritable cible de Favaro. Il l'attrape et raconte à Kaiser que cette ville a été attaquée par des démons il y a 200 ans et qu'elle a été complètement détruite depuis. Seule survivante, Rita a utilisé cet étrange livre pour redonner vie aux habitants de la ville, qu'elle engraisse depuis 200 ans. Favaro dit à Kaiser de quitter la grotte, car elle a été mordue par un zombie, et bientôt elle en deviendra un. Le Kaiser est très triste lorsqu'il voit la grotte se transformer en zombie. Elle l'attaque et il n'arrive toujours pas à l'achever,
Mais c'est finalement une bonne chose, car Rita s'avère être une nécromancienne zombie de haut niveau, et elle décide de suivre Kaiser dans son périple. De l'autre côté de l'écran, Favaro remet la carte à collectionner à Bacchus, qui lui donne sa récompense, puis lui montre de nouvelles affiches de récompense. Favaro est surpris de voir qu'il est une récompense, tout comme Mira, et il déchire les affiches. Bacchus, lui, en a plusieurs. Il se contente de rire et demande à Favaro s'il va vraiment à Helheim, ajoutant que si Favaro y va vraiment, il pourra même lui montrer le meilleur chemin s'il lui apporte de l'alcool. Voilà un dieu bien coriace. Le lendemain, Favaro et Mira arrivent dans la ville portuaire, où Mira est distraite par les différents poissons des étals. De plus, elle est agacée parce que Favaro ne lui a rien dit sur la façon de naviguer sur la mer pour se rendre à Helheim. Il lui répond qu'il s'est simplement souvenu de cette route. Peu après, il commence à demander qui sait quel bateau les emmènera à Helheim. Mais personne ne semble savoir quoi que ce soit. Mira commençait déjà à soupçonner Favaro, et cela ne fait qu'accroître ses doutes. Heureusement, alors qu'elle est occupée à regarder de délicieux fruits de mer, Favaro rencontre un vieil ami qui lui dit qu'il peut les emmener à Helheim. Favaro est soulagé d'entendre cela et accepte l'offre. Tout cela sans se rendre compte que son bracelet clignote en rouge pour indiquer un danger. Il se dirige joyeusement vers le navire où l'homme ridé les emmène, mais découvre que le navire est tellement usé qu'une seule vague pourrait le briser en 1000 morceaux. Favaro ne sait pas si ce bateau peut vraiment les emmener quelque part, alors Tannyman lui dit de parler au capitaine. Le capitaine se retourne et commence à regarder Favaro. Et après quelques secondes, ils se reconnaissent et courent joyeusement pour se saluer. Après s'être salués, ils montent dans le bateau et commencent à naviguer. Le capitaine Amon fait remarquer que leur dernière rencontre remonte à 3 ans et demande à Favaro ce qu'il a bien pu faire de sa vie. L'homme n'est pas ravi de découvrir que Favaro est devenu chasseur de primes et lui demande pourquoi il ne suit pas les traces de son père, qui était un bandit très célèbre. À ce moment-là, Favaro se souvient de son père, qui est en quelque sorte le Robin des Bois de leur monde, volant aux riches et donnant aux pauvres. Après s'en être souvenu, il répond qu'il ne veut pas être comme son père et qu'il préfère faire ses affaires seul. Aemon lui demande quel est le problème avec la fille et Favaro lui répond qu'ils ont une longue histoire. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'écran, Kaiser et Rita sont également arrivés dans la ville portuaire à la recherche de Favaro. La jeune fille demande à Kaiser pourquoi il déteste tant Favaro, et il est sur le point de lui raconter sa triste histoire quand soudain un homme boiteux apparaît et lui demande s'il cherche quelqu'un. Il fait monter Kaiser sur un bateau qui va dans la même direction que Favaro, et Rita lui demande de lui dire ce qu'il n'a pas pu lui dire auparavant, et il lui révèle que Favaro et lui sont amis depuis l'enfance. À l'époque, Favaro lui a dit qu'il était le fils d'un charpentier et que le Kaiser lui faisait beaucoup confiance. Au cours de certaines conversations, Kaiser a parlé un peu de la vie de son père, mais Favaro utilisait ces informations contre sa famille. En fin de compte, Favaro est le fils du bandit qui a tendu une embuscade au convoi de son père, ce qui a vraiment ruiné la vie de sa famille. Et c'est exactement pour cette raison que Kaiser déteste tant Favaro. À ce moment-là, des pirates l'entourent et lui demandent de leur remettre tous ses objets de valeur. C'est à ce moment-là que Kaiser se rend compte qu'il a été piégé. Mais heureusement, ces pirates ne sont pas à la hauteur de ses talents d'épéiste. Ils les abattent tous facilement, mais le chef des pirates prend Rita en otage et force Kaiser à lâcher son épée. Il le fait, mais Rita se met en mode chien et le mord au bras. Pendant ce temps, Favaro dort paisiblement, mais il rêve une fois de plus de la destruction d'une ville et d'un dragon géant appelé Bahamut. Il se réveille avec des sueurs froides et découvre que des poissons volants voyagent à côté de son navire et qu'Amira jouait avec eux. Favaro utilise alors ses légendaires talents de dessinateur pour dessiner une mauvaise image de Bahamut et demande à Amira si elle connaît cette chose, mais elle n'en sait rien. Il devient fou lorsque, sans crier gare, Aemon l'appelle pour boire un verre et manger un morceau. En entendant parler des Ancas, Amira est la première à courir vers sa cabine, et tandis que Favaro et Amon parlent du passé, Amira continue à manger de la viande. Ils finissent par discuter un peu de la dernière mission qu'ils ont effectuée avec le père de Favaro. À l'époque, ils ont volé le tribut du roi, mais ont découvert plus tard qu'il contenait une pierre précieuse qui invoquait un démon. Le démon a tué tous les membres de la bande, mais Amon a survécu grâce au père de Favaro. Amira demande à Favaro ce qu'était son père, et Favaro répond que son père était le type qui avait baisé sa mère. Amira corrige sa question en disant qu'elle ne sait pas ce qu'est un père, mais Favaro lui assure que tout le monde a un père, même si certains sont partis fumer une cigarette. Soudain, le bateau se met à tanguer, et un crabe géant émerge de la mer et frappe le bateau, lui arrachant une grande partie de son contenu. Favaro tente d'attaquer le monstre crabe, mais ses attaques sont inutiles. Le monstre est sur le point de l'attaquer à son tour, mais Amira se transforme en démon, le sauve et vainc rapidement le monstre. Elle prend même quelques morceaux du crabe pour les goûter, mais ils ne sont pas aussi savoureux qu'elle l'espérait. Aemon et les autres membres de l'équipe voient tout cela et demandent à Favaro ce qui se passe. Il tente de clarifier les choses, mais Amon se dit surprise de découvrir qu'il est aussi un démon. Soudain, une corde descend et attache Favaro
avant de l'envoyer en l'air. C'est alors que des poissons-soldats arrivent et pointent leurs fusils sur Amira. Aemon finit par révéler qu'il est lui aussi un démon et qu'il a piégé Favaro à dessein, car sa tête était mise à prix. Il raconte à Favaro que c'est lui qui a planifié le vol du tribut du roi, révélant que c'est lui qui a invoqué le démon de la gemme et qu'en retour, il a lui-même été transformé en démon. Favaro est furieux d'apprendre qu'Aemon a trahi son père, et Amon se contente de rire. Amira dit à Favaro de s'enfuir et il lance des bombes fumigènes pour distraire tout le monde. Cependant, ils ne savent toujours pas que le bateau se dirige vers eux, transportant Kaiser et Rita. Rita a transformé tous les passagers de son bateau en zombies et les commande tous avec son bâton. Son bateau prend de la vitesse et s'écrase sur le navire où se trouvent Favaro et Amira. Kaiser monte rapidement sur le navire et se met à la recherche de Favaro. Mais Amon lui dit qu'il est le seul à posséder la tête de Favaro. Il ordonne à ses hommes poissons d'attaquer le Kaiser, mais les zombies de Rita les attaquent par derrière. C'est le chaos. Et Favaro et Amira ne peuvent qu'observer sur une corde raide. Aemon finit par les suivre et Favaro s'avance pour l'affronter. Ils s'affrontent à l'épée et soudain Aemon sort un canon magique caché dans sa main. Favaro esquive sa première attaque et reste suspendu à la corde, la tête en bas. Aemon est sur le point de l'achever, mais Favaro utilise 200% de son cerveau et tire sur le volant du bateau, le faisant tourner et tourner hors de contrôle, ce qui fait pencher le bateau. Aemon tombe de la corde et le crabe géant émerge de la mer pour l'attraper et l'avaler tout entier. Kaiser s'approche alors de Favaro et dégaine son épée pour s'occuper de lui, mais soudain, un gigantesque éclair frappe presque le navire. Un tentacule géant descend des nuages et Favaro ne peut que regarder avec horreur. Ils sont emmenés dans un château sur la tête d'une bête démoniaque géante et 3 démons veillent sur eux. Leur but était juste de viser et comme Kaiser n'est qu'un figurant, le chef de ces démons décide de s'amuser un peu avec lui. Favaro regarde le ciel, alors Rita s'approche et lui donne un coup de pied, lui disant de se mettre au travail. Rita lui explique que le monstre qu'ils ont vu tout à l'heure était le château volant de l'ange déchu Azazel. Favaro lui dit qu'ils doivent s'éloigner de l'ange déchu le plus vite possible, mais qu'elle a l'intention de le suivre et de sauver le Kaiser. Favaro essaie de se plaindre et elle le frappe. Finalement, il est obligé de l'aider et ils descendent un bateau pour poursuivre Azazel dans son château volant. En chemin, Favaro mâche quelques fruits, disant que Mira est un démon qui le maudit, tandis que le Kaiser est un homme qui veut le tuer et qu'il se moque donc de leur mort. Cependant, Rita continue de le fixer en silence. Quoi qu'ils disent, elle veut sauver le Kaiser. Ils atteignent bientôt la ville portuaire, où ils trouvent Bacchus et son canard parlant, et les prennent en otage. Ils exigent qu'il leur remette son char, mais ils refusent, leur disant qu'ils ne peuvent pas sous-estimer un dieu. Il leur dit qu'ils demandent un prix élevé pour escorter des gens comme eux. Cela dit, il regarde Favaro et lui demande s'il peut le faire, et Favaro décide de poignarder son bracelet de chasseur de primes pour montrer sa détermination. Cela l'effraie, car il ne s'attendait pas à ce que Favaro fasse quoi que ce soit, et il finit par laisser Favaro monter dans son char volant. Dans le char, Bacchus parle à Favaro et à Rita d'Azazel, qui est le bras droit du chef des anges déchus, Lucifer, et il est tout à fait sûr qu'Azazel se rend à la capitale des démons. Cela dit, Bacchus les laisse dans un endroit mystérieux appelé la vallée de l'épée, qui est pleine d'îles flottantes et de chutes volantes. Il doit traverser la vallée pour arriver à destination, et Bacchus leur laisse le soin de tout faire. Favaro porte Rita dans un sac à dos et tire un harpon pour escalader le gigantesque château volant, tout en maudissant Mira de l'avoir conduit dans cette situation. Dans le château flottant, l'ange déchu Azazel regarde Mira se faire torturer par son démon géant poilu, tout en lui demandant qui lui a ordonné de voler la clé d'or. Mais Mira ne répond pas. Le Kaiser lui crie d'arrêter, mais personne ne l'écoute. Mira finit par perdre conscience à cause de la torture, et le Kaiser dit qu'ils ne découvriront jamais rien sur Mira, parce qu'elle n'est qu'une fille innocente qui se fait piéger par un démon appelé Favaro. Et parce qu'il a dit cela, tout le monde commence à se moquer de lui, et Azazel décide de lui dire la vérité au sujet de Mira. Kaiser n'arrive pas à croire que c'est un démon qui a volé la clé d'or du palais des dieux, et Azazel lui dit que puisqu'elle n'a pas pu le faire toute seule et qu'elle n'en serait même pas capable, ils veulent juste savoir qui est derrière ses actions. Le Kaiser répète que le coupable est Favaro, qu'il a trompé, et tout le monde se moque à nouveau de lui, parce qu'ils n'ont jamais entendu ce nom auparavant. Mais le Kaiser commence à raconter que Favaro était son ami, mais qu'il l'a trahi et a entraîné la mort de son père. Il raconte comment sa famille est tombée en disgrâce à cause de lui, et Azazel finit par reconnaître le nom. Il sait quelque chose sur le père de Kaiser et sur celui de Favaro, et la situation actuelle devient soudain très amusante pour lui. Alors il s'en va. Pendant ce temps, Favaro et Rita sont déjà entrés dans le château et se battent contre les soldats squelettes pour sauver leurs amis. Azazel voit tout cela grâce à sa magie et les trouve très amusants. Il décide de rendre les choses encore plus intéressantes en faisant sortir Kaiser de sa cage et en lui donnant la possibilité de venger son père en tuant Favaro. Favaro est aspiré dans un piège et séparé de Rita. Il est jeté dans la même pièce où Amira était torturée et dès qu'il la voit, il tente de la sauver
sauver. Mais le Kaiser tombe en criant le nom de Favaro. Il commence à l'attaquer et Favaro lui dit qu'ils pourront reprendre le combat après avoir sauvé Amira et s'être sortis de cette situation. Mais le Kaiser ne tient pas compte de ses paroles et continue à l'attaquer. Il désarme Favaro, qui s'empare d'une nouvelle arme dans la pièce, mais le Kaiser a toujours le dessus. Il utilise sa technique spéciale pour la faire tourner dans les airs. Il le jette à terre en lui reprochant tous les malheurs de sa vie. Alors qu'il dit cela, des larmes coulent de ses yeux, et juste au moment où il est sur le point de terminer son discours, un poing volant le frappe et l'assomme. Rita vient de les trouver et tend la main pour les empêcher de se battre. Kaiser lui demande ce qu'elle fait là, et elle lui répond qu'ils sont là pour les sauver. Mira et lui. Azazel observe tout, et malgré la recommandation de les tuer tous immédiatement, il continue d'attendre. À ce moment-là, sa bête démoniaque ouvre les portes et commence à entrer. Mais soudain, un rocher flottant avec de nombreuses inscriptions magiques se brise et la porte disparaît, coupant la tête de la bête démoniaque avec elle. Le château tremble et tout le monde est curieux de savoir ce qui vient de se passer. Le majordome d'Azazel vient lui annoncer que les chevaliers royaux les ont attaqués. Jane lance une attaque avec le capitaine de nuit qui n'a pas réussi à capturer la fée. Le capitaine est sûr que Mira est retenue à l'intérieur du château volant et, se fiant à ses paroles, Jane donne l'ordre de l'attaquer. Des centaines de catapultes tirent des projectiles enchantés par la magie du feu et frappent la bête démoniaque. Les archers tirent leurs flèches à travers les cercles enchantés, mais cette fois, la bête démoniaque pare leurs attaques en utilisant son pouvoir d'illumination. Les hommes de Jane envoient alors leur cavalier dragon pour infiltrer le château volant et arrêter Mira. À l'intérieur du château, Favaro et ses amis parviennent enfin à libérer Mira de la roue de torture. Mais lorsque le château se met à trembler, le géant poilu vient chercher Mira sur les ordres d'Azazel et il est choqué de découvrir qu'elle n'est pas sur la roue de torture. Ignorant que Rita est cachée derrière un pilier, Favaro analyse la situation et trouve des engrenages et des chaînes qu'il peut utiliser pour gagner la bataille. Il demande à Kaiser de l'aider pour une fois, en lui promettant de régler le différend lorsqu'ils seront en sécurité. Il accepte de l'aider à sauver Mira, puis il frappe la fourrure avec un engrenage géant et active un mécanisme qui les éliminera. Favaro tire une balle dans l'œil de Fury, alors qu'il est suspendu à l'ascenseur, puis un gigantesque engrenage lui tombe dessus, l'écrasant à jamais. Cependant, lorsqu'ils sortent de l'ascenseur, ils découvrent que le château volant est attaqué et qu'ils ne peuvent pas s'échapper facilement. À ce moment-là, Azazel arrive à son tour pour sauver Mira, et lorsque Favaro le voit, il reconnaît qu'il s'agit du même démon qui a tué son père. Il n'a même pas le temps de réagir qu'Azazel renvoie tout le monde et s'approche de Mira. Mais au moment où il s'apprête à la toucher, ses pouvoirs s'activent et une boule de feu bleu s'envole. La flamme bleue prend la forme d'un gardien, et lorsqu'Azazel tombe, il réalise qui soutenait Mira et se téléporte en lieu sûr. Dans le château flottant, un largato volant tombe complètement mort derrière Favaro et son équipe. L'attaque des chevaliers royaux s'intensifie jusqu'à ce que Janice se joigne à la bataille en utilisant les pouvoirs que lui a donnés Dieu. Cependant, Favaro et ses amis s'échappent sains et saufs en utilisant le largato volant mort que Rita a transformé en zombie. Le problème, c'est que Mira a été empoisonnée par Azazel et qu'elle délire en ce moment. Elle se souvient que son maître lui a dit d'accomplir son destin et qu'alors elle pourra voir sa mère à Helheim. Elle marmonne et demande à Favaro de l'emmener à Helheim, mais ce ne sera pas facile car les chevaliers royaux l'ont déjà encerclé. Ils sont capturés et mis sur un chariot sans leurs armes, où Kaiser demande à Favaro où est passé son bracelet. Il tente de feindre la surprise, mais Rita lui révèle qu'il a détruit son propre bracelet pour sauver Kaiser et Mira. Favaro n'apprécie pas qu'elle révèle ses secrets. Rita demande alors à Mira pourquoi elle veut aller à Helheim, qui est couvert de glace et inhabitable. Et Favaro répond qu'apparemment la mère de Mira s'y trouve. Ils arrivent bientôt à la capitale royale, où Sainte Adine présente au roi les prisonniers qu'elle a capturés. 2 mages emmènent Mira et la jettent par terre, et le roi remarque qu'elle ne ressemble pas au diable et que même les gemmes du chasseur de primes ne réagissent pas du tout à sa présence. C'est alors que 3 puissants anges descendent du ciel et révèlent que Mira a le pouvoir de se transformer librement en ange ou en démon, et que c'est pour cette raison qu'elle a réussi à voler la clé de guidage. Le chef des anges utilise ses pouvoirs pour engloutir Mira dans des flammes noires, et elle hurle alors qu'elle est transformée de force en démon. Le feu s'éteint rapidement, et Mira revient à la normale avant de s'effondrer à nouveau. Les anges disent que comme elle est un démon, ils ne peuvent pas l'emmener au ciel. C'est pourquoi ils laissent au roi le soin de protéger la clé qu'elle contient. Celui-ci accepte cette tâche de bon gré, puis demande ce qu'il doit faire des 3 autres. Il pense que les 3 doivent être exécutés, mais le chef des anges lui dit qu'ils ne doivent pas être tués, demandant au roi de les garder sous sa protection aussi, et Favaro est très heureux. Peu après, tout le monde voit le sceau de Bahamut s'affaiblir, parce que la clé qui le maintient scellé
a été déplacé de son emplacement. À ce moment-là, des milliers d'anges font tout leur possible pour entourer Bahamut d'une barrière afin que la clé ne l'atteigne pas. Et tous les humains apprennent que le sceau s'affaiblit, mais que Bahamut ne sera pas libéré tant que les deux clés ne seront pas réunies. Raison pour laquelle elle ne veut pas que les amis d'Amira meurent, car leur mort pourrait l'amener à se comporter de manière imprévisible et à mettre le monde entier en danger. Après avoir transmis toutes ces informations, les anges font leurs adieux et le roi ordonne immédiatement de libérer Favaro et les autres de leurs entraves. Il leur promet la liberté tant qu'ils resteront dans la ville et Favaro court immédiatement le saluer et le remercier. Les chevaliers l'attrapent et lui donnent une bonne correction, mais le roi se contente de rire. Ensuite, deux serviteurs tentent de faire entrer Amira dans sa chambre, mais elle résiste parce qu'elle veut aller à Helheim. Favaro dit qu'elle n'est pas en état de voyager maintenant, et elle lui crie qu'il a promis de l'emmener à Helheim. Favaro baisse son pantalon et montre sa queue, disant qu'il n'a fait cette promesse que parce qu'elle lui a jeté une malédiction. Tout le monde est choqué, mais Rita parvient à comprendre que, malgré sa queue, Favaro n'est qu'un humain normal. Favaro annonce alors à Amira qu'il ne se rendra plus à Helheim et qu'elle est libre d'y aller seule, mais pas avant d'avoir enlevé sa queue maudite. Amira le frappe immédiatement et se met à pleurer, puis va dans sa chambre. Le vice-capitaine appose un sceau sur la porte et dit à Favaro et aux autres qu'ils s'occuperont d'Amira jusqu'à ce qu'elle se rétablisse et qu'ils peuvent utiliser la pièce voisine. Soudain, les cloches d'alarme se mettent à sonner et le vice-capitaine déclare que cela signifie qu'ils sont attaqués par des démons. À ce moment-là, 3 répliques du titan colossal se dirigent vers la ville et les chevaliers lancent des golems tout aussi gigantesques, bénis par le pouvoir divin, pour les affronter. Les golems se contentent de tenir les gigantesques démons à distance. Puis Saint Jean s'avance et utilise son pouvoir divin pour envoyer une décharge d'énergie divine qui se divise en plusieurs faisceaux de lumière qui détruisent tous les démons en un clin d'œil. Le légendaire Saint Jean. Favaro observe de loin et est impressionné par la puissance du saint. Plus tard dans la soirée, une grande fête est organisée pour célébrer les récents succès des chevaliers, et Favaro, comme toujours, en profite pour boire et flirter avec les belles femmes. Kaiser et Rita sont également occupés à manger dans un coin, et elle lui demande s'il est heureux de rester comme ça, ou s'il essaiera un jour de se venger de Favaro. Il l'ignore et continue à manger, alors elle décide de retourner dans sa chambre. De son côté, Amiri pleure en pensant à sa mère, quand soudain la porte de sa chambre s'ouvre et un homme cagoulé s'approche d'elle. Il est désolé pour Amira d'avoir été blessée physiquement et mentalement, et lui propose de lui expliquer la véritable raison de sa venue au monde. Et Amira le suit évidemment, curieuse. De l'autre côté de l'écran, Rita retourne dans sa chambre au même moment et voit la porte d'Amira ouverte et les gardes autour d'elle complètement inconscients. Pendant ce temps, nous voyons que Favaro a trop bu et qu'il se rend au mur du château pour se détendre, jusqu'à ce que le Kaiser arrive de nulle part. Il trouve Favaro inconscient et hésite à essayer de le blesser. Mais Favaro était en fait réveillé et dit à Kaiser de l'attaquer immédiatement. Et Kaiser dit qu'il ne sait pas si c'est la bonne chose à faire et révèle le couteau qu'il a volé à la fête et demande à Favaro pourquoi il l'a secouru. Favaro se lève et dit que c'est arrivé comme ça, tout en révélant qu'il a également volé une fourchette à la fête pour se défendre. Les deux hommes s'affrontent de bonne foi, mais la main de Rita vole à nouveau vers eux et les assomme d'une gifle. Elle dit qu'elles n'ont pas le temps de jouer, car Amira a disparu dans sa chambre. Pendant ce temps, Amira suit un homme mystérieux dans un couloir éclairé par des torches. Ils arrivent dans une grande pièce, où il révèle qu'il possède un collier semblable au sien. Leur collier commence à briller, grâce à la synergie, et Amira demande qui il est. L'homme lui répond que sa mère lui a demandé de garder le collier, et Amira comprend qu'il doit s'agir de son père. L'homme enlève sa capuche pour révéler qu'il est le capitaine de la nuit, mais il disparaît en un instant, lorsqu'Amira détourne son regard. De son côté, ses amis la cherchent, et Favaro arrive dans une pièce où flotte une statue de dragon géant, le même dragon qu'il voit toujours dans ses rêves. C'est alors que Jani le trouve, et qu'il tente de s'enfuir en disant qu'il n'était qu'en train de se promener. Mais elle lui demande s'il est curieux de connaître Bahamut, et lorsqu'il entend ce nom, il s'arrête brusquement. La sainte lui parle alors du grand dragon Bahamut, qui est plus fort que tous les dieux et les démons. Elle raconte comment Bahamut a failli anéantir toute vie sur Terre dans le passé, mais que les dieux, les démons et les humains se sont unis pour l'affronter. À la fin, Zeus s'est transformé en clé divine et Satan en clé démoniaque pour enfermer Bahamut, et c'est exactement ce que représente la statue. Elle montre ensuite la statue d'un chevalier humain au sommet du Bahamut et dit que, selon la prophétie, lorsque le Bahamut se réveillera, ce sera un humain qui apportera la paix à la terre. Jani dit que les habitants de ce pays la considèrent comme le saint chevalier et qu'elle espère, elle aussi, pouvoir accomplir ce grand devoir le moment venu. Favaro répond simplement que tout cela n'a rien à voir avec lui, car tout ce qu'il veut, ce sont des femmes, de l'alcool et de l'argent,
pour qu'on le laisse en paix. Il dit qu'il n'est qu'un chasseur de primes, qu'il n'a rien à voir avec les dragons ou les chevaliers, mais Jani révèle qu'elle n'était qu'une simple fermière. Elle reçoit la grâce des dieux et apprend sa grande mission. Elle dit à Favaro que le destin doit avoir de nombreux projets pour lui aussi, afin de le rapprocher d'Amira. Peu après, les cloches indiquent une attaque de démons, et tout le monde se prépare au combat. Dans le ciel, une horde de démons volants arrive, menée par Azazel et son subordonné poilu. Au sol, d'autres démons sont présents, dont les géants de tout à l'heure. Les forces de défense de la ville entrent immédiatement en action. Les archers et les catapultes prennent position, tandis que les mages psalmodient leur sort. Les golems sont déployés, et les cavaliers dragons s'envolent à leur tour, laissant Jean avec la cavalerie. Favaro ne peut qu'observer tout cela de loin, quand soudain Amira surgit à ses côtés. Elle a complètement oublié le combat acharné qu'ils ont eu plus tôt dans la journée, et lui annonce avec enthousiasme qu'elle a rencontré son père. Favaro est surpris d'apprendre que son père est là, mais à ce moment-là, l'estomac d'Amira commence à gargouiller. Alors elle ignore ses questions et court chercher de la nourriture. Favaro la suit et découvre qu'elle mange tout ce qu'elle trouve dans la cuisine. C'est alors que Kaiser et Rita arrivent sur les lieux et que Favaro leur raconte l'histoire du père d'Amira. À l'extérieur, le combat entre les chevaliers et les démons commence. Les catapultes et les mages lancent leurs attaques combinées, ce qui provoque de nombreux dégâts de zone, réduisant considérablement le nombre de démons au sol. Les golems tentent également d'apporter leur contribution, mais les démons géants les dominent. Un démon géant tire un puissant rayon de lumière sur le mur du château, permettant à ses compagnons de voler vers lui sans difficulté. Plusieurs chevaliers squelettes et quelques autres démons sont projetés du ciel, et les chevaliers humains les affrontent courageusement. Dans le ciel, les chevaliers dragons affrontent des monstres volants et les archers leur lancent leurs flèches incandescentes. Azazel vole haut et considère tous les humains comme de simples parasites. Il envoie donc des serpents faits de ses pouvoirs obscurs vers les cavaliers dragons et les transperce avec ses flèches enflammées. C'est à ce moment-là que Johnny entre dans la bataille et lance son attaque Splitter, qui élimine un grand nombre de démons volants en une seule fois. Azazel se rend compte qu'elle est la seule dangereuse et envoie son assistant à fourrure pour s'occuper d'elle personnellement. La créature à fourrure saute et atterrit sur le mur du château, assez fort pour renverser même un golem. Azazel est ainsi suffisamment libre pour entrer dans le château et massacrer tous les chevaliers qui se dressent sur son chemin. Pendant ce temps, Favaro et Kaiser essaient d'éloigner Amira de la table, mais elle est ivre et insiste pour dire qu'elle veut encore manger. Ils parviennent enfin à l'éloigner de la table, et elle s'endort dès qu'elle touche le sol. Rita dit alors que les démons envahissent cet endroit, parce qu'ils veulent sa tête, et Favaro pense qu'il devrait l'emmener dans un endroit plus sûr. Mais Azazel est déjà parmi eux, et dit qu'il est trop tard. Tout le monde est terrifié, et Favaro se souvient du moment où Azazel a tué son père. L'ange déchu leur demande de partir pacifiquement et de le laisser emmener Amira, mais le Kaiser s'approche et promet de la protéger. Azazel se moque de lui parce qu'il essaie d'être un chevalier et dit qu'il est aussi inutile que son père. Le Kaiser lui demande comment il sait pour son père, et Azazel apparaît bientôt derrière lui, avec une illusion pour lui dire qu'il est responsable de sa mort. Il dit que les pierres magiques que son père transportait étaient en fait les siennes, et Azazel révèle qu'il a fait tout cela pour s'amuser. Il se transforme en père du Kaiser et dit que la façon dont il est mort était très amusante. Le Kaiser est gelé, mais Favaro lance une tasse sur l'illusion et la brise. Il traite ensuite Azazel de petit poisson et déclare que c'est lui qui a tué le père du Kaiser. Il demande au Kaiser de lui faire une faveur et d'emmener Amira hors d'ici et de l'escorter jusqu'à Helheim. Il décide d'affronter Azazel seul avec une poêle à frire, et Kaiser tente de l'en empêcher. Mais Rita lui dit qu'ils doivent accepter son plan. Azazel assomme simplement Favaro avec quelques serpents magiques, puis envoie ses soldats et ses squelettes à la poursuite d'Amira. Dehors, la ville a été dévastée par l'attaque des démons, et le démon poilu semble avoir vaincu Jeanne. Il décide de l'achever avec une puissante tornade de tonnerre qu'il a fait voler en laissant tomber son arme sacrée. Le poilu rigole en se disant qu'il a gagné, mais soudain Jeanne se met à courir vers lui, bondissant vers lui tout en invoquant sa lance sacrée. Le poilu n'a pas le temps d'assimiler tout cela et finit par être poignardé par Jeanne, et l'énergie divine de sa lance commence à le vaporiser. Mais il a le dernier mot en disant qu'il n'était qu'une distraction et que la grotte aux clés a déjà dû être emportée. Sur ce, il disparaît et Jeanne tombe, mais heureusement, le capitaine des chevaliers dragons la sauve. De son côté, Azazel s'amuse avec Favaro, qui ne peut se défendre que parce qu'il n'a pas ses armes. Azazel s'est assez amusé avec lui et décide de mettre fin à ses jours, mais quelqu'un lance soudain une bombe fumigène dans la pièce. Il s'agit de Kaiser, qui est venu sauver Favaro et qui a même apporté de vraies armes qu'il a trouvées avec les chevaliers morts. Favaro lui demande ce qu'il en est de la lunette, et il lui répond que Rita l'emmène dans un endroit sûr en utilisant les chevaliers morts comme des marionnettes. Azazel se moque de la tentative de Kaiser de sauver Favaro. Il se souvient qu'il a tué leurs deux parents
parents et dit qu'il a maintenant la possibilité de tuer aussi leurs enfants. Il leur dit d'essayer de venger leurs parents, mais Favaro lui répond qu'il ne le fera pas. Il dit à Azazel qu'il ne vit pas dans le passé et que la mort de son père n'a rien à voir avec lui. Favaro le traite de sale démon, ce qui met Azazel en colère. Le Kaiser l'attaque donc en premier, mais il ne parvient pas à franchir sa défense magique de serpent. Favaro utilise alors un sac de farine et crée un écran de fumée. Cependant, Azazel parvient à identifier Kaiser grâce à la lueur rouge de son bracelet et le repousse. Il passe ensuite derrière Favaro pour tenter de l'attaquer et manque de lui porter le coup de grâce, mais Favaro l'arrête avec sa queue. Azazel est pris par surprise, ce qui permet à Favaro de le repousser, mais ce n'est qu'un leurre, et Kaiser en profite pour attaquer le démon par derrière. Azazel n'a pas le temps de réagir, car Favaro lui attrape le cou avec sa queue, et le Kaiser parvient à le poignarder en plein cœur. Azazel tombe sur la table en saignant, mais il ne peut pas être tué par des armes humaines. Il provoque une explosion qui les projette tous les deux, puis descend pour les achever définitivement. Favaro se demande comment ils vont pouvoir survivre, mais Kaiser voit une lueur dorée se refléter dans son épée. Il comprend que Jane se prépare à attaquer et décide de gagner du temps en s'attaquant directement à Azazel. Il esquive les serpents de son ennemi et se rapproche encore plus d'Azazel, mais son ennemi le repousse sans difficulté. Alors que le Kaiser tombe, une lumière dorée apparaît derrière lui. Et l'instant d'après, Azazel est touché par la dernière attaque de Jane. Il hurle de douleur et disparaît, marquant la défaite des forces démoniaques. En fin de compte, c'est Jane qui a remporté la victoire, mais elle s'intéresse désormais davantage aux deux chasseurs de primes. Pendant ce temps, Favaro a sauvé Kaiser de la chute en se suspendant à l'envers et en utilisant sa queue pour les empêcher de tomber tous les deux. D'autre part, Amira se réveille soudainement en entendant la voix de son père, et lorsque Rita arrive pour la voir, elle a déjà disparu. Amira arrive dans la pièce où se trouve la statue de Bahamut à la suite de son père, et lorsqu'elle la voit, la clé qu'elle contient résonne en elle. Elle voit des aperçus de la destruction causée par Bahamut et comment les dieux et les démons ont réussi à le garder emprisonné. Puis elle a une vision dans laquelle Bahamut a été libéré et a déjà détruit le monde. Elle voit la clé en elle entrer en résonance avec Bahamut et se connecter à lui, et elle se met à hurler de douleur. Ses amis l'entendent crier et la trouvent inconsciente. Ils l'emmènent dans sa chambre, et lorsqu'elle se réveille, elle leur raconte la vision qu'elle a eue. Elle a vu qu'elle était restée longtemps endormie dans un cocon, puis son maître l'a appelée à sortir dans le monde. Il lui a donné le pendentif qu'elle porte. Il lui a dit d'accomplir son devoir, et lui a dit que son vœu se réaliserait au pays de Helheim. Amira veut alors revoir son père pour en savoir plus sur elle-même, mais Favaro l'en empêche en lui disant qu'une telle action irréfléchie ne l'amènera nulle part. À ce moment-là, le vice-capitaine arrive et dit à Favaro que le roi l'a convoqué et que ses amis ont également été convoqués. Ils se rendent dans la cour où des milliers de chevaliers sont rassemblés et se demandent ce qui se passe cette fois-ci. Amira voit le capitaine des chevaliers et tente immédiatement de s'approcher de lui, disant qu'il est son père. Favaro l'en empêche, exprimant sa confusion face à la situation, car si le capitaine est le père d'Amira, il doit être un démon. Le Kaiser, quant à lui, affirme que le capitaine n'est pas un démon, parce qu'ils se sont déjà rencontrés et qu'il semblait être un chevalier gentil et honorable. À ce moment-là, le roi s'avance pour saluer Favaro et le Kaiser, et les récompense en les nommant chevaliers pour leurs récents actes héroïques, et le roi l'a fait sur la recommandation de Jeanne. Favaro pense que c'est une nuisance, mais le Kaiser accepte volontiers la récompense, et Favaro n'a pas d'autre choix que de faire de même. Ils sont faits chevaliers par le roi, et leurs armes leur sont rendues. Le Kaiser est ému aux larmes, car il a enfin tenu sa promesse de rétablir l'ordre dans sa famille. À ce moment-là, le chef des anges descend du ciel et félicite les êtres humains d'avoir si bien défendu la jeune fille à la clé. L'ange déclare que les démons ne s'arrêteront pas à cette défaite et qu'ils continueront à s'attaquer à la clé divine, et qu'il faut donc se préparer à la guerre. L'ange convoque une épée divine et l'envoie en avant. Le roi lève les mains pour la recevoir, mais l'épée va en fait à Jeanne. L'ange explique que cette épée divine peut même tuer des dieux, et demande à Jeanne de l'utiliser avec précaution. Quant au roi, elle ne lui donne que ses bénédictions et ses bons vœux. Après tout, le roi ne sait même pas se battre, c'est une merde, mais cela blesse profondément l'ego du roi, qui continue à s'en plaindre dans sa chambre la nuit. Son insouciance fait qu'il ne se rend pas compte que quelqu'un a mélangé une drogue magique à son verre. Il le boit et se plaint en regardant le portrait de sa mère, disant que les dieux s'intéressent plus à Jeanne qu'à lui. Soudain, il entend la voix de sa mère décédée et se retourne pour la voir debout derrière lui. Le roi est en état de choc et sa mère l'avertit de faire attention car Jeanne en veut à sa vie. Il voit soudain Jeanne l'attaquer, mais le fantôme de sa mère le retient et le met en sécurité. Elle lui dit que cette scène va bientôt se réaliser et que Jeanne va le tuer pour devenir la souveraine du royaume. Le roi subit alors un lavage de cerveau et décide de couper les ailes de Jeanne, et la personne qui l'a droguée est satisfaite du résultat. D'autre part, Favaro s'approche d'Amira, qui se faufile dans le palais car elle veut voir son père. Lui et Rita la réprimandent pour son imprudence, mais Favaro décide alors d'exaucer son souhait.
Il l'emmène à la résidence du capitaine et Amira le remercie en sautant du haut de l'immeuble. Rita escalade également le mur car elle ne veut pas manquer le drame et Favaro la suit. À l'intérieur, Amira entre dans le bureau du chevalier. Son esprit est encore plein d'hésitation, mais le capitaine la prend dans ses bras et lui dit qu'elle lui a manqué. Elle accepte qu'il soit son père et il lui dit qu'elle a beaucoup grandi en 5 ans. Cette nouvelle fait sortir Favaro de sa cachette et le capitaine, celui que j'appellerai Lavalleille, le remercie d'avoir ramené Amira, sa fille, saine et sauve. Puis il commence à révéler l'histoire d'Amira et de sa mère. Il raconte qu'Amira est née d'un ange et d'un démon, c'est pourquoi elle possède les pouvoirs des deux races. Favaro est surpris d'entendre cette histoire incroyable, mais Rita est plus curieuse du fait que le capitaine est son père démon. Lava révèle qu'il n'est pas le père d'Amira et qu'il n'est qu'un humain ordinaire. Il raconte qu'il y a quelques années, il a reçu la mission de protéger le nouveau-né Amira et sa mère, la célèbre Nicole. Nicole a été bannie du paradis, mais elle était toujours heureuse pour Amira. Un jour, un puissant démon appelé Belzébuth les a attaqués et leur a volé Amira. Nicole partit donc elle aussi, en direction du royaume des démons pour récupérer Amira. Elle laissa son pendentif à Lava, qui tenta de la retrouver par la suite, mais en vain. Cependant, lorsqu'il a vu le pendentif d'Amira sur le pont, il a été certain qu'elle était la fille de Nicole. Les choses commencent à s'éclaircir lorsque Rita suppose que les démons ont enlevé Amira pour accélérer sa croissance et que c'est la raison pour laquelle elle est mentalement immature. Amira affirme également qu'ils lui ont dit qu'elle pourrait voir sa mère si elle volait la clé. Mais Lava pense qu'il s'agit également d'un mensonge. Il doute que Nicole soit à Helheim. Il réunit les deux pendentifs et leur synergie crée une carte holographique du monde qui permet de localiser Nicole. Lava dit que cet endroit est la vallée des démons et insère cet emplacement dans une boussole. Il dit aussi à Amira que sa mère avait un pouvoir spécial et que c'est pour cela que les démons étaient après elle. Grâce à ce pouvoir, il est possible que sa mère puisse retirer cette clé de l'intérieur d'elle sans la blesser. Amira est impatiente d'aller voir sa mère et promet qu'elle la ramènera ici. Favaro n'a plus l'intention de l'accompagner et pense que même le Kaiser ne l'ennuiera plus, puisqu'il est redevenu un chevalier, et que Favaro n'est pas non plus responsable de la mort de son père. Soudain, les cloches d'alarme retentissent. Les démons attaquent à nouveau depuis le ciel. Alors que Rita des chevaliers dragons repousse les démons, Lava dit à Amira d'utiliser les canaux pour quitter la ville sans se faire remarquer. Favaro s'approche d'elle pour lui dire au revoir et lui demander d'enlever sa queue, mais elle lui fait signe de l'accompagner dans le bateau. Bien que réticent, il la rejoint, car il veut à tout prix que cette queue disparaisse de sa vie, et il quitte la ville à vive allure. La guerre avec les démons fait rage à l'extérieur, et Lavalleille réunit ses chevaliers pour leur annoncer qu'Amira s'est échappée avec Favaro. Il envoie tout le monde à sa recherche, disant que la protéger est la chose la plus importante pour eux. Il ordonne ensuite à Kaiser de diriger son propre escadron et de rechercher Amira. Kaiser répond qu'il n'a pas encore assez d'expérience pour diriger un escadron, mais ce n'est pas ce que Lavalleille attend de lui. Il veut que Kaiser trouve Amira avant tout le monde et qu'il la guide jusqu'à sa destination finale. Il lui donne même le pendentif et lui demande de l'aider à retrouver sa mère. De retour au palais, le vice-capitaine entre dans la chambre du roi et soudain son armure s'effondre, révélant qu'elle était complètement creuse et que sa tête roulait vers le bas. Le roi hurle de terreur en voyant une mort aussi horrible sous ses yeux et Lava arrive immédiatement pour vérifier la scène. Il raconte au roi que tous les gardes qui se trouvaient sur le chemin ont également été tués et se demande qui a pu faire cela. Soudain, il remarque des mèches de cheveux blonds sur la main du vice-capitaine et le roi s'écrie que c'est Jeanne qui a fait le coup. Il traite la sainte de sorcière et déclare qu'elle cherche à le tuer. Jeanne est bientôt arrêtée et amenée devant le roi. Elle tente de prouver son innocence, mais le roi ne l'écoute pas. Elle demande à parler à l'ange qui la bénit, mais le roi lui répond qu'aucun ange ne viendra, car il s'occupe des affaires de Bahamut. Il juge Jeanne comme une sorcière et déclare qu'elle sera exécutée. Ensuite, dans sa cellule de prison, Jeanne continue de prier Dieu, et soudain, le cerveau de l'affaire apparaît derrière elle. Il tente de la faire basculer du côté du mal en lui disant que les humains l'ont attirée et que même ses anges bien-aimés ne viendront pas la sauver. Jeanne refuse d'écouter ses paroles et le démon lui laisse une fiole contenant une mystérieuse potion. Il lui dit de la boire et qu'elle saura alors tout ce que les dieux lui ont caché. L'exécution de Jeanne est annoncée au public qui refuse de croire qu'elle ait pu tenter de nuire au roi. Mais le roi a perdu la tête et s'est mis en tête d'arrêter et de punir tous ceux qui soutiennent Jeanne. Pendant ce temps, Rita a tout vu et tout entendu et elle commence à enquêter. Elle arrive dans un laboratoire secret situé dans les profondeurs du château qui contient de nombreux ingrédients de mauvaise qualité. Il y a aussi un cercle magique dessiné sur le sol et lorsqu'elle se demande ce que c'est, son mentor arrive pour la confronter. Il dit à Rita qu'il ne peut pas la laisser partir après qu'elle ait découvert son secret, mais elle utilise son pouvoir pour contrôler tous les ingrédients du château, qui étaient autrefois des animaux morts, et attaque le démon.
Il les découpe tous en morceaux, mais Rita a le temps de s'échapper. Pendant ce temps, Favaro et Amir pilotent le petit bateau comme s'ils étaient dans un parc d'attractions. Ils sont projetés à des centaines de mètres dans les airs. Favaro panique, mais Amira lui tient la main et libère son aile pour le protéger. Mais elle oublie qu'elle ne peut pas voler avec une seule aile, et ils tombent tous les deux dans la rivière. Ils entrent ensuite dans une forêt mystique et Favaro est surpris par le moindre bruit, tandis qu'Amira s'inquiète de savoir si sa mère va la reconnaître. Favaro lui dit qu'elle le reconnaîtra simplement en le serrant dans ses bras, et Amira est si heureuse de cette nouvelle qu'elle court rapidement serrer Favaro dans ses bras. Ils continuent à marcher jusqu'à ce qu'Amira se rende compte de quelque chose, qu'il s'agissait d'un soldat invisible qui essayait de tuer Favaro. Il est surpris par tout cela, puis la lunette lui indique qu'il y a d'autres ennemis à proximité. Ils se montrent, puis leur chef apparaît à son tour. Il s'est avéré qu'il s'agissait simplement d'une escouade de mercenaires que le Kaiser dirigeait, et il a ordonné à Favaro de lui remettre la lunette. Favaro lui a remis la lunette, et il l'a attaqué sans avertissement, brisant son épée. Favaro est sur la défensive, mais le Kaiser lui dit qu'il devrait jouer le même jeu que lui, car il est là pour l'aider. Le réticule continue d'abattre les soldats un par un, puis se transforme en démon. Elle sauve Favaro, attaqué par les soldats, et s'approche du Kaiser. Soudain, la clé divine qu'elle porte en elle se met à briller et, l'instant d'après, elle et ses amis disparaissent dans la forêt dans un éclair de lumière. Ils semblent être au même endroit, mais dans une sorte de dimension séparée, et les soldats ne peuvent pas les voir, si bien qu'ils décident de battre en retraite. Favaro et ses amis trouvent la forêt étrangement lumineuse et se demandent ce qui se passe, quand soudain, ils remarquent un croc lumineux enfoncé dans une racine d'arbre et décident de l'arracher. Mais Kaiser et Mira échouent, tandis que Favaro est trop paresseux pour essayer quoi que ce soit. Ils lui disent d'essayer de faire sortir la chose, et bien qu'ils pensent que ce sera impossible, la proie sort sans aucune difficulté. Mira et Kaiser se préparent à se battre, et Favaro leur demande ce qu'il a fait. Mais ils pointent tous les deux leurs armes sur quelque chose de grand et de puissant qui arrive derrière lui. La créature géante se révèle être un dragon bienveillant et remercie les humains de lui avoir enlevé les proies qui l'importunaient depuis 2000 ans. Favaro demande qui il est et le dragon leur dit d'abord que cette défense n'est qu'une petite épine qui appartient à Bahamut. Le dragon explique que Bahamut est déjà apparu sur Terre à plusieurs reprises, détruisant le monde encore et encore. Cependant, lorsqu'il est apparu il y a 2000 ans, les dieux et les démons ont réussi à l'enfermer par un miracle. Au cours de ce miracle, les épines de son corps ont volé dans différentes directions, et l'une d'entre elles est entrée dans cette dimension séparée et a poignardé sa jambe. Le dragon bienveillant dit que la syllabe de Bahamut s'affaiblit et qu'il est sur le point d'être ranimé grâce à Mira. Il a tout observé depuis sa dimension et dit que les dieux et les démons sont déjà en train de rassembler leurs forces pour préparer l'avenir. Alors que les dieux veulent empêcher les démons de ressusciter Bahamut, les démons semblent vouloir les accuser d'avoir ressuscité Bahamut pour justifier une guerre totale. Favaro croit que rien ne se passera, mais le dragon lui dit que la destruction est le destin de ce monde. Et après avoir dit cela, Favaro a soudain de nouveau des visions de son rêve infernal. Mira demande alors au dragon si le monde entier, y compris sa mère, va mourir à cause d'elle. Et le dragon acquiesce en disant que c'est ce qui va se passer. Cependant, il lui dit qu'il y a un moyen d'éviter cela. Il lui dit de rester dans cette dimension séparée pour toujours si elle veut empêcher le réveil de Bahamut. Cela signifie que Mira ne reverra jamais sa mère et elle se met à pleurer. Favaro, irrité par tout ce qui se passe, s'approche et dit au dragon d'aller se faire voir. Il dit à Mira qu'ils ne s'arrêteront pas là, car ils sont si près de retrouver sa mère. Il déclare que si la destruction du monde est le seul destin du monde, alors ils le changeront. Il frappe le sol avec la défense de Bahamut, et soudain, la dimension séparée se brise et crée un trou qui les ramène dans le monde réel. Favaro ne s'attendait pas à ce que cela se produise, il est donc mort de froid, mais Mira le prend dans ses bras et le remercie. Le chef d'orchestre s'en moque et se dit ravi et surpris de l'attitude de Favaro. Il leur dit d'aller de l'avant, leur souhaite bonne chance et donne la défense de Bahamut à Favaro en guise de cadeau. Mira et Kaiser partent les premiers, et le dragon arrête Favaro pour une dernière conversation. Il lui révèle que tant que Mira en aura la possibilité, le miracle d'il y a 2000 ans ne pourra pas se reproduire. Après tout, à ce moment-là, Zeus et Satan sont eux-mêmes sous la forme de clés, et ils ne peuvent manifester leur pouvoir qu'en utilisant un vaisseau humain. Et comme Mira n'a pas de sang humain, elle ne peut pas sceller Bahamut. La clé fusionnera définitivement avec son corps, et il sera alors impossible de le sceller à nouveau. C'est pourquoi il dit à Favaro que le seul moyen de sauver le monde est de tuer Mira. Plus tard, ils arrivent dans la vallée des démons, et Mira est ravie de rencontrer sa mère, mais Favaro ne pense qu'aux paroles du dragon. D'autre part, Yann a été attaché au bûcher pour être exécuté. Mais de nombreuses personnes ont dit à King de reconsidérer sa décision. Mais il déclare que Jeanne n'est pas une sainte, mais une sorcière maléfique qui détruit le royaume. Le roi déclare que Jeanne sera brûlée sur le bûcher.
et les manifestants commencent à faire pression sur les gardes. Le bûcher est incendié et le peuple avance sur les gardes pour tenter de sauver Jeanne. Le roi ordonne à ses soldats d'éliminer tous les rebelles et les chevaliers commencent à tuer des gens, ce qui les rend encore plus furieux. Jeanne ne peut que pleurer et supplier pour que cette folie s'arrête. Elle accepte facilement son sort, mais elle ne veut pas que des innocents soient blessés. Elle appelle les dieux à l'aide et, soudain, les flammes qui l'entourent prennent la forme d'un ange et lui disent que les dieux ne se soucient pas des humains. En tant que sainte, elle doit être sacrifiée aux dieux pour que Zeus puisse se réveiller. Jeanne est anéantie, mais soudain, le cerveau de tout ce qui se passe apparaît devant elle avec un flacon de médicament qu'il lui a offert plus tôt. Il lui dit que si elle prend ce médicament maintenant, elle connaîtra toute la vérité sur les dieux. Elle ouvre la bouche et le médicament s'y déverse, tandis que les flammes la recouvrent. Le roi se réjouit de la mort de Jeanne, mais soudain le corps de Jeanne est recouvert de flammes bleues et elle se transforme en démon. Alors que tout le monde est terrifié, Jeanne invoque simplement l'épée divine que le chef des anges lui a donnée. Et dès que l'épée est dans sa main, elle devient noire et se transforme en épée démoniaque. Jeanne frappe le sol avec, créant un golem volant, et s'enfuit de la capitale pour toujours, laissant le roi et ses ministres terrifiés. Bat se contente d'observer la scène de loin, quand soudain Rita vient lui parler d'une affaire importante. Il monte dans sa calèche, tandis que Rita lui dit qu'il y a un mentor derrière tout cela, et que Jeanne n'est pas devenue un démon en entrant en contact avec un démon, mais en utilisant la médecine. Elle pense qu'il s'agit d'une sorte de sortilège, et lui demande s'il sait quelque chose à ce sujet. Il lui parle d'un mystérieux personnage recherché qui a ses capacités. On ne sait pas s'il est humain ou démon, mais partout où il va, il laisse derrière lui une montagne de cadavres. On dit qu'il a le pouvoir de changer d'apparence, de contrôler d'autres personnes et de se transformer en démon également. Et il est sur le point de révéler qui est cette personne, quand soudain sa voiture écrase quelqu'un. Bat sort pour voir de qui il s'agit et, à sa grande surprise, c'est Azazel qui était blessé. Il le recueille. Et bientôt Azazel ouvre les yeux pour voir Rita s'occuper de ses blessures. Bat dit à l'ange déchu de ne pas essayer de faire quelque chose d'amusant, car il a été retenu par des bandages divins, et s'il essaie de faire quoi que ce soit, il pourrait se faire exploser. Rita dit à Azazel qu'elle a des questions à poser sur le cerveau qui a volé la clé. De l'autre côté, Favaro et son groupe marchent dans la vallée des démons, quand soudain le sol se met à trembler et à se fendre. De gros morceaux du sol commencent à flotter vers le haut, puis une forteresse volante semblable à celle d'Azazel apparaît. Cette fois, elle est contrôlée par son mentor, qui déclare que c'est la clé du démon, et que les clés de Dieu seront bientôt réunies, et que cela va devenir très fou. Amira reconnaît en lui un certain Martinet, son maître. Favaro commence à comprendre que cette Martinet est derrière tout, et Amira lui demande simplement ce qu'il fait ici. Martinet rit, disant que cet endroit est Helheim, et qu'il l'attendait ici. Le Kaiser dit qu'ils étaient en route pour un autre endroit dans la vallée des démons, mais quand il ramasse son sac, il se rend compte qu'il a été corrompu. Amira ne comprenant rien, Martinet décide de la présenter à son patron. Soudain, des colonnes de flammes bleues surgissent du sol, et il en sort le Beuzbu, l'un des démons les plus puissants. Martinet déclare qu'en l'absence de Satan, c'est désormais le Beuzbu qui régnera sur le monde. Soudain, Favaro et Kaiser sont emprisonnés, et Beuzbu dit à Amira qu'il est temps pour elle d'accomplir son devoir, en disant qu'elle doit retirer le sceau de Bahamut. Amira refuse, disant qu'elle changera son destin et trouvera sa mère, qui enlèvera la clé qui est en elle. Mais Martinet lui dit que si elle veut rencontrer sa mère, il lui facilitera la tâche. Il claque des doigts et un grand cristal tombe juste devant Amira, et sa mère Nicole est piégée à l'intérieur. Le cristal se brise et Nicole est libérée. Amira ne peut que la regarder avec stupeur. Martinet lui dit d'aller voir sa mère, en précisant qu'il s'agit de la vraie. Amira s'approche lentement de sa mère, l'appelle, mais elle ne répond pas. Au contraire, elle se met à hurler de douleur, tandis que son corps se désintègre en une lumière qui finit par créer une barrière autour d'elle. Amira demande la raison de cette situation, et Martinet répond que sa mère l'a toujours détestée. Mais Amira affirme qu'il s'agit d'un mensonge, car elle se souvient que sa mère s'est occupée d'elle. Mais elle réalise soudain que ses souvenirs étaient faux depuis le début. La personne dont elle se souvient n'est pas sa mère, mais Beuzbu, qui a torturé Nicole et séparé de force Amira de son corps. Amira est dévastée par cette nouvelle et tombe à genoux. Martinet lui dit que Beuzbu l'a créé et a implanté de faux souvenirs dans sa tête. Peu après, il efface ces faux souvenirs, faisant oublier à Amira tout ce qu'elle avait en tête. Elle se met à pleurer et à crier. Kaiser maudit les démons, puis Beuzbu lui met tout simplement le feu. Soudain, Amira se souvient que Favaro lui a dit que sa mère la reconnaîtrait si elle la prenait dans ses bras. Puis elle commence à marcher vers Nicole, qui est coincée dans une barrière, et Favaro lui crie d'arrêter car il est évident qu'il s'agit d'un piège. Mais Beuzbu l'incendie à son tour, et Amira continue à marcher vers sa mère. Elle s'approche de Nicole désemparée et la serre très fort dans ses bras, et elle reprend soudain conscience pendant un instant.
Elle prononce le nom d'Amira, mais l'instant d'après, elle commence à se désintégrer en particules de lumière dorée. Lorsque Nicole disparaît complètement, Amira perd la tête, et c'est ce que voulait Busbu. Dans son état émotionnel incontrôlé, Amira libère l'énergie de la clé, et les fragments de la clé démoniaque sont attirés vers elle. Les deux parties de la clé fusionnent et se complètent, puis Busbu transperce Amira avec sa lance, la transformant en une sphère, qui dans ce cas est la clé pour déverrouiller le sceau de Bahamut. À ce stade, Favaro dit qu'il n'y a plus qu'une seule chose à faire, et il crie aux démons en leur demandant de se joindre à eux. Busbu trouve cela très amusant. Il le libère et Martinet lui apporte un remède qui le transformera en démon. Favaro lui sourit et tire son arbalète, mais Martinet lui donne immédiatement un coup de pied dans l'estomac et le désarme. Il dit qu'il connaît les basses manœuvres de Favaro et l'étrangle en lui mettant le médicament sur la langue et en le forçant à l'avaler. Favaro se consume alors dans une sorte de flamme bleue et commence à se transformer en démon. Le Kaiser ne peut que regarder avec horreur, et lorsque Favaro se retourne pour lui faire face, il est clair qu'il a maintenant les yeux d'un démon. Martinet donne alors la clé au Busbu, qui brise la prison du Kaiser et lui permet de s'envoler. Cela fait, le Busbu, dans son château volant, part pour la Terre Sainte, où les anges font de leur mieux pour garder Bahamut scellé, car l'achèvement de la clé a encore affaibli son sceau. Pendant ce temps, Rita et les autres s'y rendent également. Tout cela après qu'Azazel ait accepté de passer un marché avec eux. Il révèle que le Busbu est celui qui dirige Helheim et que c'est lui qui a manipulé Amira pour qu'elle exécute ses ordres. Lorsqu'il a attaqué Amira auparavant, c'est le pouvoir du Busbu qui l'a repoussé. Et plus tard, il l'a également affronté personnellement. Pour cela, il s'est fait aider par Martinet, qui selon lui est le nom de l'homme mystérieux dont il parlait tout à l'heure. Et Rita pense que Martinet n'est pas forcément un démon, car elle a vu clair dans ses combines. Elle prépare des médicaments pour combattre d'autres démons, puis dit à Bacchus qu'ils doivent se dépêcher avant que Bahamut ne soit libéré. Pendant ce temps, à Arbas, le pouvoir de Bahamut pénètre lentement la barrière des anges, mais ces derniers pensent qu'en maintenant la barrière, ils pourront empêcher la clé d'entrer en contact avec Bahamut. C'est alors que Jeanne, complètement démonisée, vole et tue l'un des 4 anges. Tout le monde est choqué, en particulier la chef, qui comprend que l'âme de Jeanne a été corrompue par le mal. Elle s'attaque ensuite à un autre ange, qui tente de l'attaquer et de la tenir à distance. Mais la barrière la distrait, et Jeanne parvient à la traverser. Le second chef des anges disparaît à son tour, et la barrière qui entoure Bahamut est considérablement affaiblie en un seul instant. La barrière commence à se fissurer partout, et une puissante onde de choc est libérée, dévastant la Terre. De gros morceaux de terre commencent à s'envoler vers le haut, sous l'effet de l'énorme puissance de Bahamut. Puis Jeanne attaque à nouveau le chef des anges, qui fait toujours de son mieux pour maintenir la barrière solide. De son côté, le Kaiser survit tant bien que mal, suspendu à une gigantesque corde volante qui s'avance, et il est emporté par la pression du vent. Alors qu'il est projeté dans les airs, il aperçoit Favaro au sommet de la forteresse volante et le maudit, se demandant comment il a pu descendre si bas et devenir un démon. Favaro se contente de le regarder fixement, tandis que Kaiser est renvoyé. Heureusement, Rita et le charretier arrivent juste à temps et parviennent à sauver la vie de Kaiser. Soudain, le ciel se pare d'une lumière dorée et le chef des anges tombe, suivi du sombre Yann. Kaiser est choqué de la voir ainsi et Rita lui dit qu'elle a été transformée en démon par la sorcellerie et ils en viennent rapidement à la conclusion qu'elle a dû être transformée de la même façon que Favaro. Soudain, Yann tourne son attention vers eux. Bacchus monte dans son carrosse pour s'occuper d'elle personnellement et parvient à repousser toutes ses attaques. Il tombe du carrosse, mais appelle son canard, qui se gonfle comme un ballon, et lui sert de point d'appui pour que Bacchus puisse se battre loyalement avec Jeanne. De son côté, Azazel s'étonne que le Kaiser soit encore en vie. Le Kaiser est également choqué de le voir, et Azazel lui dit que cette vie est très malheureuse. Cependant, ils sont maintenant du même côté. Rita s'occupe de la calèche et parle à Kaiser d'un antidote qu'elle a créé et qui permet à Favaro de redevenir un être humain. C'est alors que le canard volant entre en collision avec le carrosse et que le Kaiser tombe à nouveau. Il se retrouve coincé dans les racines d'un arbre par un rocher volant, mais heureusement le médicament est toujours sain et sauf. À ce moment-là, Azazel arrive sur les lieux et déclare qu'il va d'abord régler les choses avec lui. Il libère Kaiser des racines et s'envole avec lui. Au-dessus d'eux, Bacchus et Yann continuent de se battre et, voyant la bouche de Yann grande ouverte, Rita lui lance son bras rempli de médicaments. Mais le stupide canard se met à nouveau en travers de son chemin et elle perd le dernier comprimé d'antidote. Rita est déçue car c'était la dernière pilule. Mais soudain, le chef des anges entre en collision avec la sombre Jeanne. Jeanne lui coupe le bras et les poignarde, mais l'ange la tient fermement. Il s'avère que cet ange a pris l'antidote et l'a donné à Jeanne dans un baiser. Et lorsque l'antidote pénètre dans son corps, elle cesse de résister et commence à se transformer en humain.
Ils tombent tous les deux et Jeanne reprend soudain ses esprits. Elle est dévastée de voir ce qu'elle a fait, mais l'ange lui dit que c'est leur punition pour avoir traité les humains comme de simples outils. Jeanne commence à pleurer et l'ange lui dit qu'elle doit continuer à vivre sa vie de sainte et conduire le peuple vers une nouvelle ère. Après cela, son corps commence à se désintégrer et, dans ses dernières paroles, l'ange dit à Jeanne qu'il sera toujours avec elle. Cette affaire réglée, Baxo et les autres peuvent enfin se concentrer sur la situation qui se présente à eux. Le château volant de Belzébuth s'est approché très près de Bahamut et Rita prévoit de faire s'écraser le carrosse dans lequel il se trouve directement dessus. Belzébuth s'apprête à attaquer les anges qui maintiennent la barrière intacte quand soudain Azazel l'attaque. Belzébuth le traite d'idiot pour avoir coopéré avec les humains et les dieux, puis commence sa contre-attaque. Ils s'affrontent dans les airs, tandis que le Kaiser se faufile derrière Martinet. Martinet tente de l'attaquer, mais il est repoussé par Rita et Baxo, qui font s'écraser le carrosse près de lui. Rita court vers la clé, mais Favaro se place devant elle et la repousse d'un coup de pied. Il prend la clé et saute dans le vide. Baxo tente de le suivre, mais Martinet lui barre la route. Il boit un remède pour libérer toute sa puissance et retourne au combat. Pendant ce temps, le château volant s'approche rapidement de Bahamut et Favaro observe la clé. Kaiser lui tire un coup de semonce et Favaro commence immédiatement à l'attaquer. En voyant à quel point il semble vouloir le tuer, Kaiser comprend que son ami est vraiment devenu un démon. Il décide d'abréger ses souffrances et lui tire une balle à bout portant dans la poitrine. Favaro tombe, mais soudain la sphère clé est activée et Amira apparaît sous sa forme d'ange. Kaiser ne peut que la regarder quand soudain le capitaine Lava s'approche de lui. Il dit qu'ils ont suivi Diana ici pour neutraliser cette forteresse volante et leur dit à tous les deux qu'ils ont fait du bon travail. Il dit à Kaiser de regarder devant lui car les dieux ont enfin commencé à descendre du ciel. Lava dit que tout va bien maintenant et qu'ils doivent s'éloigner rapidement. C'est alors que Rita apparaît, volant sur le cheval magique de Baxo, et dit à Kaiser de s'éloigner de Lava. Mais elle n'en a pas le temps, car le pouvoir de Bahamut explose et projette Rita au loin. La barrière jetée par des milliers d'anges est également brisée, puis un rayon de lumière jaillit de la tête de Bahamut. 4 fils d'énergie volent vers Amira et l'enveloppent dans une sphère qui l'emmène vers le Bahamut. Le Kaiser est très inquiet pour elle, mais soudain Lava le pousse à bout et se met à rire comme un fou. Amira s'envole vers le Bahamut et les dieux et les démons ne peuvent que regarder ce qui se passe. Lorsqu'elle atteint enfin le dragon maléfique, elle fusionne avec son corps dès qu'elle prononce le nom de Favaro. Bahamut ouvre les yeux, rugit et se déchaîne tandis que son sceau commence à se briser. Il se met à briller, tandis que tous les débris qui s'étaient accumulés autour de son corps commencent à s'effriter et il retrouve enfin toute sa gloire. Les Beusbury affirment que leur plan a été couronné de succès. Il annonce aux dieux qu'ils ont perdu la guerre éternelle et demande aux démons de l'accepter comme leur roi tout-puissant. Bahamut lance sa première attaque et le Beusbury lui demande d'anéantir les dieux. Mais Bahamut se retourne et lance son attaque sur le Beusbury. Bahamut commence à attaquer tout le monde et Olava est impressionné par sa puissance. Rita a sauvé Kaiser et demande à Olava pourquoi il le fait. Il révèle alors qu'il est le cerveau derrière tout cela, disant qu'il a manipulé les dieux, les démons et les humains pour faire revivre Bahamut, et dit à Rita qu'elle est une fille intelligente pour avoir réalisé son déguisement. Alors que les démons et les dieux se battent pour se protéger de l'attaque de Bahamut, le Kaiser attaque Lava par frustration. Il le poignarde à la poitrine, mais cela ne l'effraie pas le moins du monde. Et en réponse, il attaque le Kaiser, puis révèle sa véritable forme, qui est celle de Martinet. Il soulève le Kaiser, qui montre la destruction qui a donné naissance à Bahamut, et Martinet dit qu'il ne vit que pour voir la mort et la destruction, et que c'est pour cela qu'il a ressuscité Bahamut, afin qu'il assiste à la plus grande destruction de tous les temps. Son corps est également instable maintenant, parce qu'il a pris trop de potions folles. Soudain, le château volant s'ébranle, et, saisissant l'occasion, le Kaiser s'échappe des griffes de Martinet, emportant son épée avec lui. Martinet décide de les laisser jouer avec son vieil ami et appelle Favaro à l'aider à se battre. Kaiser et Rita sont surpris, et Favaro prend l'épée qu'il a fabriquée avec la défense de Bahamut et les attaque. De son côté, Bahamut fait des ravages, tuant d'un seul coup dieux et démons. Dans sa fureur, il fait exploser les morceaux de terre flottants, et Belzébuth, qui est toujours en vie, se demande comment il a pu échouer. Amira est né grâce à sa magie, et il était persuadé qu'en l'utilisant comme clé, il pourrait contrôler Bahamut. Cependant, il se rend compte que la martinette l'a trompé, jusqu'à ce qu'une épée lui perfore le cerveau à l'intérieur de la bouche, et que ce soit Azazel qui l'achève. Mais il se demande si cela sert à quelque chose maintenant, car Bahamut continue d'envoyer des bombes nucléaires dans toutes les directions, semant le chaos dans le monde entier.
L'une de ces attaques met le feu à la capitale royale et le roi stupide meurt entouré de flammes. Pendant ce temps, Favaro et le Kaiser se battent avec leurs lames quand soudain Favaro lui murmure quelque chose et le Kaiser désarme immédiatement pour ne pas interférer dans le combat car il a l'intention d'achever Favaro lui-même. Ils continuent à se battre l'un contre l'autre. Pendant leur combat, le château volant géant est touché par l'attaque de Bahamut et s'écrase sur une île flottante. Mais Favaro et Kaiser ne se laissent tout pas décourager. Ils continuent à se battre et Kaiser parvient à désarmer Favaro. Mais Martinette lance son épée sur Favaro, qui s'en sert pour couper le bras du Kaiser, puis apporte le bras coupé du Kaiser à Martinette en guise de tribut. Le malfaiteur est satisfait, mais Favaro lui dit soudain que s'il est un homme recherché, il devrait être plus prudent. Martinette reste un instant perplexe, puis le Kaiser lui apprend que la formule magique qui transforme les personnes recherchées en cartes à collectionner se trouve sur le bracelet d'un chasseur de primes. Cela dit, le sort est activé par son bracelet, et la Martinette est réduite à une seule carte. Rita soigne immédiatement les blessures de Kaiser et demande à Favaro quand il est revenu à lui. Il répond que c'est arrivé quand Kaiser lui a tiré dans la poitrine avec la flèche enduite de l'antidote. Après cela, ils ont mis au point un plan pour vaincre Martinette, et couper le bras du Kaiser est devenu une nécessité, sinon le méchant homme n'aurait pas été dupe. Bacchus arrive à son tour et Favaro lui lance la carte de récompense. Après cela, il regarde Bahamut lancer ses attaques dans tous les sens et Favaro se lève en disant qu'il va arrêter la destruction du monde. Kaiser veut aussi l'aider, mais quand Favaro dit qu'il a l'intention de tuer Mira pour sauver le monde, il perd son sang-froid. Favaro lui explique que le vieux dragon de la forêt lui a dit qu'il n'y avait pas d'autre solution, car ils ne peuvent plus libérer Mira, qui a fusionné avec Bahamut. Bacchus demande à Kaiser d'arrêter, car il sait que Favaro a raison. Favaro demande alors à Bacchus s'il peut l'aider à atteindre la tête de Bahamut, et il utilise sa magie pour transformer son canard en quelque chose qui peut servir d'autostoppeur. Kaiser commence lui aussi à monter sur le canard, jurant qu'il trouvera un moyen de séparer Mira de Bahamut. Le canard géant s'élance alors vers Bahamut. Cependant, l'attaque du dragon présente de grandes difficultés, et il réalise qu'il est presque impossible de s'approcher en toute sécurité. Kaiser et Favaro continuent à avancer, mais ils sont presque touchés par une autre attaque de Bahamut. Favaro veut que le dragon reste immobile pendant 1 minute, et soudain, son vœu est exaucé. Les dieux et les démons entourent Bahamut et utilisent leur pouvoir pour le piéger dans une barrière. Le dragon ne peut plus bouger ni attaquer, et Favaro déclare que c'est leur chance. Ils volent à travers les brèches de la barrière et atteignent la tête de Bahamut. Favaro et Kaiser attachent une corde à l'une des cornes et tentent d'atteindre l'endroit où se trouve Mira. Mais le moindre mouvement du côté de Bahamut suffit à les faire dévier de leur trajectoire. Ils atteignent enfin l'endroit où Mira a fusionné avec Bahamut, et Favaro est sur le point de tomber, mais Kaiser retient la corde qu'ils ont placée. Favaro grimpe alors sur la clé et tente de la poignarder avec la défense de Bahamut, mais il hésite, donnant à Bahamut le temps de lancer une puissante attaque qui détruit les barrières créées par les dieux et les démons. Mais Favaro surmonte son hésitation et enfonce son épée dans la marque de la clé, se souvenant de tous les moments passés avec Mira. Dès qu'il poignarde la marque, une lumière brillante jaillit de la tête de Bahamut et, au centre de la lumière, Favaro Wallet se rend compte que cela ressemble exactement à ce que Sainte Jeanne a dit à propos d'un humain qui sauve tous les humains, les dieux et les démons. Le Bahamut commence à tomber, et Favaro est également projeté hors de sa position. Il se retrouve suspendu devant l'œil de Bahamut, d'où émerge soudain Mira. Elle est heureuse qu'il soit venu, et Favaro lui apprend qu'il n'a plus de queue. Elle est forcément découragée, mais Favaro s'excuse pour sa mauvaise blague et lui promet qu'il viendra toujours l'aider en cas de problème. Il s'excuse également de ne pas avoir pu sauver sa mère, mais elle lui dit que ce n'est pas grave. Elle dit que sa mère l'a reconnu quand elle l'a serré dans ses bras, comme l'a dit Favaro. Favaro lui dit alors d'oublier Helheim, car il va l'emmener dans un endroit bien meilleur et bien plus beau. Elle le traite de menteur et il lui dit de le regarder dans les yeux pour voir s'il est vraiment un menteur. Il la regarde intensément, puis sourit comme un imbécile. Mira l'embrasse alors et reste avec lui le plus longtemps possible. Puis elle retourne dans l'œil de Bahamut et disparaît en remerciant Favaro pour tout. Toutes les entités suprêmes environnantes voient cela une occasion de sceller Bahamut à nouveau. Cependant, il se met à briller alors que son énergie commence à dominer son corps. Le canard de Baxi demande à Kaiser de partir, mais celui-ci ne veut pas partir sans Favaro. Le canard l'attrape donc et s'envole, quelques secondes avant que le Bahamut n'explose, créant un gigantesque pilier de lumière. Le Kaiser ne peut que crier le nom de son ami en voyant cela, et malheureusement tout est fini. Une demi-année s'est écoulée et la capitale royale est en cours de réparation. Le Kaiser est devenu le capitaine des chevaliers et dirige tout le monde pour assurer la sécurité pendant que le nouveau roi est couronné. Quelque part dans la capitale, un vieux barman parle à son client du saint homme de la légende, qui est apparu au bon moment lorsque Bahamut a été ressuscité et l'a vaincu. Le barman demande à son client s'il pense
pense que Bahamut est mort, mais le client n'est pas d'accord. Il affirme que Bahamut ne peut pas mourir et qu'il est simplement enfermé dans une autre dimension. Quant au saint homme qu'il a vaincu, il est vivant lui aussi. Et le client s'avère être Favaro lui-même, qui a perdu une jambe et porte une prothèse. Mais rien n'a changé chez lui. Il est toujours aussi insouciant. Il se dirige vers les remparts de la ville, quand soudain, le Kaiser surgit juste à côté de lui, et il court à nouveau le long des remparts, comme au début, mais cette fois en tant qu'amis qui ont sauvé le monde ensemble. C'est la fin de l'anime Shingeki no Bahamut Genesis. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer et de la partager avec tous ceux que vous aimez. Regardez aussi la prochaine vidéo qui s'affichera sur votre écran, elle en vaut la peine.